Bien, bah écoutez, entrons dans le vif du sujet pour cette table ronde, donc intitulée «Le devoir de conseil est-il robotisable?» Alors, investissement, financement, assurance, le devoir de conseil est au cœur des obligations des professionnels en matière de services financiers. Il est même le fondement de la confiance et du professionnalisme. Depuis des siècles, il est le monopole de l'humain et depuis maintenant un certain nombre d'années, nous voyons apparaître le recours à des experts robotisés. Voilà, donc est-ce que nous sommes à l'aube du grand soir? Est-ce que le grand saut vers cette automatisation intégrale est sur le point de se faire ou non? C'est la réponse à laquelle nous allons essayer enfin, c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre autour de cette table ronde. Et pour ça, je voudrais accueillir nos quatre invités. Voilà, je voudrais commencer par Isabelle Mona-Lafin. Isabelle, vous êtes avocate associée du cabinet Astrée Avocat, et c'est un cabinet, vos activités sont spécialisées autour de l'intermédiation d'assurance dans vos activités principales. Voilà, Christophe Bourguignat, qui est cofondateur et CEO de Zelros. Zelros, qui est un moteur de recommandation sur des produits d'assurance. J'ai à ma gauche Sébastien Dornano, qui est CEO de Yomoni. Yomoni, une société de gestion de type Robo-Advisor qui a obtenu l'agrément en tant que société de gestion de portefeuille par l'ANF depuis maintenant 2015. Et puis pour terminer, Grégoire Vuerlot, qui est directeur des pratiques commerciales à l'ACPR. Voilà, bah écoutez, on a un panel de qualité pour essayer de répondre à ces questions. Donc on va démarrer assez rapidement et rentrer dans le vif du sujet par une première question. Peut-être, Isabelle, de nous dire un petit peu, finalement, les intermédiaires sont soumis à ce devoir de conseil. Alors, est-ce que, d'ailleurs, les robots-advisors sont soumis au même devoir? Et concrètement, quel retour vous pouvez nous en faire, finalement, d'expérience que vous avez depuis maintenant un certain nombre d'années? Oui, les robots sont-ils des personnes? En fait, oui, il existe en droit français une obligation écrite d'information et de conseil qui s'est construite depuis une quinzaine d'années dans le cadre d'ailleurs européen, dans un cadre européen. Je rappellerai très rapidement qu'elle tourne autour de quatre axes. C'est important de le savoir pour parler ensuite effectivement de la capacité qu'on aura éventuellement à pouvoir se substituer ou en tout cas se faire aider par les robots. Il y a d'abord une phase de présentation dans laquelle le distributeur se présente et puis révèle des situations de conflit d'intérêts qu'il peut avoir dans l'environnement économique dans lequel il travaille. Il y a ensuite une phase d'expression et de recueil des besoins. Il y a ensuite une phase de présentation de la solution, du produit, d'assurance, financier, du produit bancaire. En fait, ça couvre tous les services financiers, pas simplement l'assurance. Et puis, il y a une phase ensuite de justification, on dit cohérence ou adéquation dans ce métier. Et dans ce contexte, ces quatre phases-là doivent faire l'objet en fait, d'une remise par écrit. C'est une remise par écrit qui peut se substituer du papier vers le support durable avec l'accord du client. Donc ça, c'est le cadre légal. Le cadre légal, aujourd'hui, on parle de distributeur, mais il est exact que de plus en plus, le distributeur est assisté par l'outil. Il est assisté par le robot. Alors le robot, il n'est pas tout seul. Il a toujours derrière lui un sujet de droit, donc une personne physique ou une personne morale. Et c'est donc bien entendu cette personne physique ou cette personne morale qui va assumer la responsabilité qui est effectivement fondée légalement par un texte, qui est un texte du Code des assurances et qui réglemente effectivement cette activité. Donc voilà, il n'y a pas de robot, il n'y a pas encore de sujet virtuel. Peut-être qu'un jour on y viendra. C'est vrai que l'intelligence artificielle générative pourra éventuellement créer un jour des personnes numériques, mais pour l'instant, il y a toujours une personne morale et derrière la personne morale, vous le savez, il y a toujours des dirigeants effectifs. Donc il y a toujours la possibilité pour l'épargnant, le consommateur, l'assuré, de pouvoir s'adresser effectivement à un distributeur au sens propre. Sans vouloir dévoiler et faire de l'exégèse juridique, ils ont quasiment tous le statut de distributeur, puisque ces robots, ces outils informatiques qui aident, qui assistent, ont en général tous pour vocation de faire de la présentation, de faire de la recommandation en vue de l'acquisition d'un produit d'investissement ou d'un produit d'assurance. Alors l'expérience que j'en ai avec Christophe aujourd'hui, c'est ça se généralise, c'est que de plus en plus, il n'y a plus de conseils avec, comme on dit dans notre métier, la gomme et le crayon. On a évidemment, dans tous les métiers, y compris le métier d'avocat du reste, introduit la nécessité d'outiller le conseil. Et donc aujourd'hui, le conseil outillé est quelque chose qui se généralise. Alors ça a un impact en fait, ça a un impact sur l'approche, et puis ça a un impact aussi sur le contrôle. Un impact sur l'approche parce que de plus en plus, nous sommes confrontés à la
qualification des éditeurs informatiques qui travaillent avec les distributeurs. On nous pose très souvent la question, puisque vous savez que dans le monde de l'assurance et dans le monde de la banque, il y a ce qu'on appelle cette notion de prestataire externalisé qui, en fait que cette personne qui est qualifiée par l'organisme porteur de risque, banque ou assurance, et qui, en fait, délivre une activité considérée comme importante et critique par l'organisme, eh bien, doit répondre à un certain nombre d'exigences. Et de plus en plus, au-delà du distributeur, on vient également associer l'éditeur, l'éditeur informatique. Et on a beaucoup d'autres questions, parce que les éditeurs ne sont pas vraiment habitués à ça. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, notamment en matière de lutte anti-blanchiment, on le voit beaucoup, mais sur le conseil en matière d'épargne, c'est aussi le cas. Eh bien, quelle est la frontière entre l'intermédiaire, c'est-à-dire la société de distribution, et le robot, le logiciel, qui fait le conseil? Est-ce qu'on n'est pas en train de finalement créer une forme de solidarité? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une évolution du droit là-dessus? C'est clair qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, les autorités, AMF, ACPR, considèrent qu'ils ont cette qualité-là. Et le deuxième point, c'est le contrôle, parce qu'il faut qu'on arrête de contrôler que le livrable. De plus en plus, il va falloir contrôler le développement. Ok, merci pour cette précision. Donc on a maintenant défini un peu ce qu'était le devoir de conseil et comment il se déclinait en France en particularité. Sébastien, j'ai envie de me tourner vers vous et vous nous disiez un peu finalement robo-advisor, mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre véritablement comme notion derrière? Vous qui êtes finalement un acteur pure player sur le sujet, je pense que c'est intéressant que vous posiez aussi le débat sur ce terme-là. Alors, dans les robo-advisors, il y a des générations différentes de robo-advisors. Mais si on revient vraiment à l'essentiel du robot-advisory, on est dans une logique effectivement de digitalisation de la démarche de conseil. C'est-à-dire que dans ce qu'on vient d'évoquer, il y a effectivement un certain nombre de phases dans lesquelles on peut faire et on peut intégrer des outils différents et variés qui permettent de gagner en productivité, en simplicité pour le client, aussi en transparence, et qui, in fine, vont délivrer ou recommander une solution, un ensemble de solutions en fonction d'un parcours de vie, d'un patrimoine financier, d'un projet. Et donc, si on refait les différentes étapes, lorsqu'on s'est créé en 2015, l'essentiel était de digitaliser déjà le parcours. N'oublions pas qu'en 2015, souscrire une assurance vie en ligne, c'était quand même encore assez peu fréquent, voire inconnu. Et donc, vous commencez déjà à simplifier l'ensemble des étapes, dont une grosse partie qui est quand même une des plus painful de toutes, c'est la récupération des informations du client. Donc, apprendre à connaître le client et récupérer ça de manière ordonnée, organisée, garder trace de l'ensemble de ces informations. Et donc là, vous le faites à travers un certain nombre de questionnaires pour essayer de faire en sorte que ça soit le plus simple, mais à la fois le plus utile et pertinent par rapport au conseil que vous allez donner. Donc ça, il y a des travaux qui sont faits. Donc la première génération, ça reste un questionnaire. Et puis les récentes générations, on rentre dans les logiques d'agrégation de comptes, d'aller proposer aux clients de partager ces informations et de les capter pour lui, ce qui peut nous faire gagner à la fois du temps pour les uns et pour les autres, et aussi de la pertinence et de la précision, parce qu'il y a une partie des informations qui, pour le client, ne sont pas évidentes à avoir immédiatement. Donc ça, c'est une partie. Après, vous avez une partie, effectivement, qui, à partir de ces données, vont faire des recommandations. Si vous prenez le cas de Yomoni, il y a deux grands axes, finalement. Il y a l'enveloppe fiscale, est-ce qu'il vous faut plutôt une assurance vie, un PEA, un compte titre, en fonction de vos situations. Et puis, à l'intérieur de ces enveloppes fiscales, quelle est la nature de risque qu'on va vous recommander? Est-ce qu'il faut être plutôt prudent? Est-ce qu'il faut plutôt avoir un profil dynamique? Tout ça va dépendre bien sûr des horizons d'investissement, des situations, de la somme que vous confiez à ces robots. Et on va effectivement délivrer l'information, c'est ce qu'on disait, c'est la troisième étape, c'est de dire de quelle manière je vais présenter l'information à cet épargnant pour qu'il puisse, dans les meilleures conditions, comprendre ce qu'on est en train de lui proposer. Et c'est un des grands enjeux du conseil, c'est-à-dire qu'il y a la qualité de l'algorithme. Est-ce qu'il est pertinent ou pas? Est-ce que ces conseils sont pertinents, pas biaisés, etc., etc. Et donc ça, on peut avoir débat sur le sujet. Et un des grands enjeux, c'est est-ce que ce que je propose au client est bien compris, bien perçu? Est-ce que le niveau de formation et d'éducation financière du client est au niveau par rapport à ce que je lui propose? Et est-ce qu'il faut que j'adapte et que je personnalise? Et là aussi, il y a une question, je pense, générationnelle. On va de plus en plus aller vers une personnalisation de la recommandation en fonction du niveau de compétence de la personne avec qui qu'on a en face. Et ça, je pense que là aussi, l'algorithme, l'IA peut nous aider à personnaliser beaucoup les choses. Et puis, in fine, vous avez le suivi du client. Parce que ce conseil, il ne s'arrête pas au moment initial. Il doit continuer, le client va continuer sa vie, il va continuer sa vie patrimoniale. Et il faut que nos algorithmes continuent de tourner pour
régulièrement lui faire des recommandations, adapter la recommandation initiale à une évolution à la fois du contexte ou de sa situation personnelle. Et là aussi, on rentre dans une logique de captation de données. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup. Le client nous confie beaucoup de données. Il doit d'abord savoir qu'il nous les confie. Et après, on va les utiliser pour essayer de lui rendre le maximum de valeur ajoutée avec des conseils ponctuels qui peuvent être des recommandations d'apport, de retrait, de changement de profil de risque, d'ajout d'enveloppe fiscale, enfin, etc., etc. On peut imaginer tous les scénarios. Et c'est ça qui est en train de se construire aujourd'hui chez les robots. C'est continuer de grandir sur cette logique-là. Et donc, je vais résumer juste en 2 phases. Il y avait les robots qui digitalisaient l'expérience. Et maintenant, on est dans une phase plutôt de data. On a accumulé beaucoup de données. Donc, comment on fait pour utiliser ces data dans l'intérêt du client, j'insiste, dans l'intérêt du client pour bien aligner ce qu'il fait avec vous et le conseil que vous lui donnez. Voilà. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous venez d'évoquer sur la compréhension et la perception par le client des conseils qui lui sont prodigués par le robot advisor. Peut-être en me tournant vers Grégoire Verlot, la CPR s'est intéressée à ce sujet. Donc quelles sont les conclusions finalement qu'on en tire ? En effet, alors pour les gens qui ne nous connaissent pas forcément très bien, tant mieux pour vous. La CPR, c'est le gendarme des banques et des assurances. Et vous nous connaissez peut-être par notre visage pôle FinTech, puisque nous avons une petite unité qui est très FinTech friendly et qui, depuis 2015, à la fois promeut l'ensemble des développements FinTech dans la finance et puis fait des expériences elle-même. Et donc, en effet, nous avons participé au financement d'un travail fait par une étudiante de Polytechnique qui a fait un petit robot advisor qui s'appelait Robex, qu'on a fait tourner auprès d'étudiants l'année dernière et cette année, qui était volontairement très simple, en donnant des conclusions soit tronquées, soit carrément fausses par rapport au profil du client. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il met bien en évidence le biais cognitif du fait que la recommandation même du robot rassure le client. Et donc on peut lui raconter, je mets les choses au pire, n'importe quoi. Le client, par principe, à peu près par moitié, est rassuré par le fait qu'on lui dise quelque chose, même si c'est faux. Et donc ce biais cognitif n'existe pas uniquement dans le parcours digital, il existe dans tout conseil, et c'est bien l'illustration de ce qu'il faut éviter, de ce que Isabelle a dit, c'est-à-dire que ce parcours digitalisé est un parcours où à la fin il y a une démarche d'humain à humain. Voilà. Plus en arrière, on avait travaillé avec l'AMF également. C'est pour rebondir sur ce que Sébastien disait, il y a vraiment plusieurs générations. Et on a bien constaté la première génération qui consistait simplement à digitaliser le parcours. Et là aussi, c'est très intéressant parce que ça pointe vraiment, ça met le doigt sur la difficulté et la richesse du conseil. D'ailleurs, à l'époque, on en avait conclu peut-être un peu hâtivement que finalement rien ne remplaçait le conseil humain. Mais ce dont on s'était aperçu, c'est qu'il y a une difficulté à la fois à processer un grand nombre d'informations. C'est normalement l'un des avantages, ce que l'on attend de l'IA, mais une grande difficulté à réunir et à présenter de façon simple, claire et didactique, de façon automatisée ces informations. Et puis le deuxième aspect, et je crois que c'est la deuxième génération qui va y répondre, en tout cas nous on espère très sincèrement que ça va être le cas, d'adapter, parce que c'est l'essence du conseil, d'adapter le service rendu, le produit proposé à la situation et aux connaissances du client. Là aussi on était dans une démarche, je dirais, en progression, mais qui n'avait pas encore atteint, c'était entre 2018 et 2020, qui n'avait pas encore atteint sa pleine potentialité. Et donc on compte vraiment sur les progrès récents dans ce domaine. Merci. Alors on a finalement jusqu'à présent surtout évoqué les produits d'épargne ou d'assurance vie. Christophe, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est quelque chose qui se duplique sur la partie non-vie et dommages ? Oui, donc complètement, c'est vrai que je pense que le devoir de conseil, l'éducation financière, c'est quelque chose qui commence à être de mieux en mieux maîtrisé. On apprend même à nos enfants dès le plus jeune âge avec peut-être de l'argent de poche ou maintenant des applications financières à comprendre finalement ces sujets financiers. Par contre, quand on réfléchit bien, l'assurance, on est à des années-lumière encore de cette insurance literacy, c'est-à-dire la compréhension de ce que couvre une assurance
ne serait-ce qu'une MRH par exemple, une assurance habitation qui peut être extrêmement complexe, ou auto, et je ne parle même pas d'assurance complémentaire comme des protections juridiques, etc. Donc effectivement, nous, on est un outil qui permet aux conseillers finalement d'améliorer encore plus loin leur devoir de conseil, parce que finalement c'est aussi le devoir du conseiller de mettre tout en œuvre pour conseiller au mieux. Donc voilà, en donnant quelques exemples, informer voilà, que par exemple une habitation se trouve en zone inondable, ou informer, on parlait des risques climatiques par exemple lors de la table ronde précédente, faire de la pédagogie sur ces sujets-là, c'est extrêmement important. Et si on n'a pas les données, l'outil qui permet d'accéder rapidement à l'information dans le contexte, et bien finalement le devoir de conseil, il peut pas se faire. Donc les cas sont vraiment multiples. Je pourrais donner l'exemple d'une protection juridique. C'est quelque chose d'un peu abstrait pour beaucoup de consommateurs. Et donc on arrive à expliquer en fait ces produits en fonction du style de vie ou des conditions du prospect ou de l'assuré. Donc par exemple, s'il va être en milieu urbain, on va plutôt expliquer l'intérêt d'une protection juridique en cas, par exemple, de problème de voisinage ou de bruit de palier, alors qu'en zone rurale, plutôt en zone pavillonnaire avec jardin, on va plutôt parler de l'intérêt pour la mitoyenneté peut-être de murs ou de la végétation du voisin. Donc voilà, autant d'exemples. Et donc ce que nous disent nos utilisateurs, c'est qu'on contribue à la montée en compétences rapide sur les nouveaux produits. On a un mutualiste avec qui on a travaillé qui a sorti un nouveau produit d'assurance pour le cycliste du quotidien. Donc jusqu'à présent, former 3000 ou 4000 conseillers à un nouveau produit, c'était quelques jours de formation, probablement un PDF d'une 50aine de pages sur les bonnes pratiques, mais qu'on a oublié dès le lendemain de la formation et qu'on ne relit jamais. Donc avoir sur son poste de travail ce qu'on commence à appeler maintenant des copilotes. Donc on voit des copilotes maintenant, les développeurs logiciels utilisent des copilotes. Bientôt, dans votre Word et Excel, vous êtes peut-être vu qu'avant même de taper la formule dans Excel, on vous la suggère, le copilote est là. Donc le copilote du conseiller, évidemment, qui va arriver. Très bien. Et alors, bon là on a parlé de la France, concrètement, le devoir de conseil se délivre. Où en sommes-nous en fait sur les différentes générations de robots? Peut-être Isabelle nous donner un ou deux exemples de pays en Europe ou au-delà. Est-ce que c'est comparable? Est-ce qu'on est en avance par rapport à eux? Comment ça se présente? L'expérience européenne, elle est très diversifiée, effectivement. Moi, j'ai beaucoup d'expérience en UK. Et en UK, effectivement, l'assurance de dommages, elle s'est beaucoup informatisée et digitalisée. En fait, les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu des parcours en ligne et il y a effectivement beaucoup d'assistance. Pour reprendre mon exemple en 4 phases, tout à l'heure, présentation, recueil des besoins KYC et puis préco, c'est surtout sur la lecture, en fait. Le robot est vraiment considéré, en tout cas, tous les systèmes experts, tous les développements qui sont effectivement mis en place. On vient là de valider, par exemple, un produit pour de l'assurance animale, santé. En fait, pourquoi les clients, effectivement, ne lisent pas. Les clients, c'est très fastidieux de prendre connaissance des conditions générales d'un contrat, de voir quelles sont les exclusions, quelles sont la diversité des garanties. Je dois dire aussi que pour un conseiller, faire une comparaison de produits et pouvoir restituer de façon aussi pertinente à quelqu'un le contenu d'un texte, c'est vraiment là où, effectivement, les outils informatiques apportent non seulement quelque chose d'exact, quelque chose qui est en fait finalement propre et tout à fait exact, mais de surcroît, sont facilités effectivement dans l'exercice de leur conseil, et la restitution en ligne de ces sujets est tout à fait performante. Donc ça, vraiment, en Angleterre, vous avez toute l'assurance de dommages est très généralement vendue comme ça. La multirisque habitation, l'automobile, l'assurance chien-chat, toutes ces assurances que, pour nous, encore en France, ne sont pas encore complètement portées par ce type de distribution, puisque les agents généraux chez nous ont encore une part très importante du marché et ils n'ont pas encore tout à fait cette habitude. Il y a du face-à-face qui est mêlé à des outils informatiques de souscription. On n'est pas encore sur du 100%. Dans les autres pays d'Europe, en Espagne, on est un peu comme chez nous, en Italie aussi, mais il est vrai que les pays d'Europe ont investi l'assurance de dommages peut-être plus vite que nous, où nous avons focalisé beaucoup, puisque Yomoni a été précurseur, mais il y a plein effectivement, de courtiers en ligne. En assurance vie, on délivre d'ailleurs un prix pour ces courtiers chaque année.
Et effectivement, ils sont assez nombreux. Et vraiment, sur l'épargne, pour le coup, l'avance a été plutôt significative en France. D'accord. Alors, il y a un autre thème dont on parle beaucoup depuis ce matin ici à France FinTech, c'est l'IA générative. Alors, concrètement, j'ai envie de demander effectivement à vous, Sébastien, et à vous, Christophe, qu'est-ce que l'IA générative a changé depuis quelques mois sur les pratiques et pour le client final? Alors, il faut être très honnête et très humble sur l'IA générative, c'est-à-dire qu'on est tous en train de créer, de tester un certain nombre de modèles. On est tous assis sur des tonnes de données qu'on a envie d'utiliser, et l'IA va nous aider à aller créer, enfin, aller optimiser des use cases, c'est-à-dire aller à partir de la data, commencer à identifier des cohortes, des comportements sur lesquels on va pouvoir ajouter du conseil, ajouter de la valeur ajoutée, à donner des informations aux conseillers plus pertinentes pour lui donner généralement le next step, c'est-à-dire quelle est la suite à donner à la relation. Donc aujourd'hui, on en est là. Ce qui est intéressant dans l'IA générative, nous, on a bien sûr, il y a deux parties. Il y a un élément de productivité évidente, c'est-à-dire gagner, pouvoir traiter une masse de données, donc une masse de dossiers, une masse de contrôle de manière encore plus rapide et encore plus efficace. Et donc, pour nous, c'est un enjeu très fort parce que si j'arrive à avoir cette productivité, j'ai des gains en termes de frais et donc je peux les restituer aux clients. Donc nous, c'est vraiment dans notre modèle et je pense que c'est très intéressant. Et après, il y a ce qu'on a dit, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que j'arrive avec la même information, le même conseil, mais avec l'IA, je vais pouvoir très rapidement pouvoir la décliner en fonction de l'âge du client, s'il est riscophile, s'il est expert, s'il n'est pas expert, et avoir une première version, quitte à ce qu'elle soit contrôlée bien sûr par un conseiller, mais une première version du même conseil avec une adaptation à sa population. Et ça, sur ces use cases-là, on voit que ça a vraiment du sens parce que ça parle beaucoup plus et on a toujours la difficulté de trouver un bon équilibre entre la contrainte réglementaire il faut donner un certain nombre d'informations, et donc ça, on y passe, et effectivement, ça fait des pages qui sont denses et complètes, et après, il faut essayer de retraiter cette information pour la faire digérer progressivement, en tout cas adapter, et ça, l'IA peut nous aider beaucoup. Voilà. Christophe, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, complètement. Nous, on est né avec l'IA en 2016, alors avant qu'elle soit générative. Bon, effectivement, il y a eu un avant 30 novembre 2022 et un après 30 novembre 2022, cette fameuse date où ChatGPT s'est révélé au monde entier. C'est probablement un peu du même ordre que le janvier 2007 de présentation de l'iPhone par Steve Jobs. Voilà, il y a eu un avant et un après. Donc en milieu professionnel, nous on l'utilise de façon un peu inversée. Je pense qu'on est nombreux ici à avoir testé ou joué un peu avec ChatGPT, où c'est plutôt on pose une question courte et il sort un long texte parce qu'il aime bien parler. En B2B, on l'utilise plutôt de façon inverse, c'est-à-dire qu'on va lui donner un contexte très large, donc effectivement des conditions générales, des conditions particulières, bien sûr l'information sur le profil du client. Peut-être on va lui donner la possibilité de se connecter à Internet, je pense en particulier aux pros, expliquer une RC Pro à un coiffeur, à un garagiste ou à un imprimeur. C'est quelque chose que c'est très bien faire en fait l'IA générative, y compris en allant chercher les informations sur Internet, sur un prospect. Et puis après, on peut aller très loin. On peut rajouter éventuellement l'historique d'email, pourquoi pas les transcriptions vocales, et demander effectivement à l'IA de suggérer, proposer un conseil. Donc évidemment, là, nous, dans l'utilisation qu'on fait, l'humain est toujours en coupure. On a toujours possibilité de remonter à la source du document ou de l'information qui a fait penser à l'IA générative de formuler les choses d'une certaine façon. Et donc voilà, ça on atteignait un petit peu un plafond de verre avec l'IA jusqu'à il y a encore un an, peut-être une fatigue de l'IA. Je pense que tout le monde avait fait un peu le tour là. Je partage, ce n'est pas forcément des nouveaux cas d'usage ou des nouvelles utilisations, mais c'est clairement des capacités technologiques, et je ne parle même pas de l'image, qui permet, là on a fait des tests sur un problème qu'on avait difficilement résolu, c'était sur des scans de conditions générales, vérifier que l'assuré n'avait pas rayé un mot ou changé une mention. Ça demandait des entraînements très compliqués sur des contrats, puis dès que le format de contrat changeait, ça ne fonctionnait plus. Là, avec ce qui est incroyable, un LLM, donc ces fameux modèles de fondation, le même modèle qui traite la voix traite aussi l'image, et on peut chatter avec l'image, discuter avec l'image, et en particulier lui demander est-ce qu'il y a un mot raturé, et donc là aussi pour le KYC, pour la conformité, il y a des accélérateurs énormes.
Ok, merci beaucoup. C'est très clair. Bon, finalement, on voit bien à ce stade du débat les opportunités qu'offrent ces robots advisors couplés avec de l'IA sur le conseil délivré par un conseiller physique. Mais il y a quand même quelques risques, j'imagine. On n'est pas chez les bisounours. Donc, Grégoire Verlot, je me tourne vers vous. Peut-être, quel est le principal risque que vous voyez autour de ces évolutions et comment y remédier? Est-ce qu'il est prévu de réglementer? Enfin, comment vous voyez le sujet? Alors, merci de la question. En effet, du côté superviseur, on est plutôt dans les risques. Quand même avant, hein, je vais revenir sur les opportunités. En effet, l'IA et plus largement le progrès technologique est une formidable opportunité pour tout le monde. Hein. Il faut que ce soit clair. C'est une opportunité évidemment pour les entreprises, mais c'est une opportunité également pour les clients et les consommateurs, parce que ça accroît la concurrence, ça accroît la diversité des biens et des services, ça accroît la possibilité de trouver un produit qui est adapté à son besoin. Et puis c'est même une opportunité pour les superviseurs, et plus généralement le régulateur, puisque ces parcours offrent une transparence et une qualité de piste d'audit qui est tout à fait incomparable. Et donc c'est extrêmement important pour la qualité et la transparence du service rendu. Alors, ces principes étant posés, je paraphraserai Asimov dans Les robots, avec la première loi qui dit que le robot ne doit pas mettre en danger le client, et puis la deuxième loi qui est que le robot doit aider le client à atteindre ses objectifs. Et c'est un petit peu ça, en fait, les risques, c'est de ne pas atteindre ces objectifs-là. Alors, moi, je le déclinerai en deux contraintes fortes. Il y a une contrainte externe et puis une contrainte interne. La contrainte externe, c'est la qualité des données. Qualité des données recueillies et surtout qualité des données d'apprentissage ou d'encadrement des algorithmes, qui peut faire dérailler complètement le processus, hein, puisque le robot, il va apprendre ce qu'on va lui faire apprendre. Voilà, s'il se trompe dès le départ, ça donnera un service qui nativement sera de mauvaise qualité. Et puis, la donnée doit être protégée par ailleurs, parce que ce sont des données qui sont personnelles. Et donc là, pour le client, pour l'entreprise aussi par répercussion, mais d'abord pour le client, il y a des grands dangers de voir une mauvaise utilisation, voire une réutilisation de ces données sans son consentement. Ça, c'est la contrainte externe. La contrainte interne, c'est un petit peu celle qu'on a décrite, c'est-à-dire c'est le refus de la complexité. On a insisté sur la complexité du devoir de conseil, qui est piégeux, si je puis dire, parce que à la fois, il faut donner beaucoup d'informations, mais il faut aider le client à sélectionner les bonnes informations. Et ça, c'est compliqué. Les premières générations de parcours digitaux avec disons, des choix d'options étaient un petit peu limités de ce point de vue, et maintenant on va arriver à générer davantage d'informations pour mieux connaître les intentions du client, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, mais c'est une complexité. Et donc il faut arriver à informatiquement reproduire cette complexité que l'on peut avoir dans les échanges avec une personne physique, avec la contrepartie qui est que le robot on peut assurer en tout cas un niveau minimal ou systématique de conseil à chaque transaction avec un humain, alors que ce n'est pas nécessairement le cas avec un conseiller physique. Voilà, donc je dirais qu'il faut travailler sous ces deux contraintes. Il y a déjà beaucoup de réglementations. Ce n'est pas forcément à moi de le dire, mais en tout cas, nous le reconnaissons bien volontiers. D'autres vont arriver, hein, notamment la directive vente à distance, qui est à nouveau en train d'être réexaminée, qui impose le principe du recours à un humain à un moment dans une transaction financière, dans une vente, pardon. Voilà, donc le Data Governance Act, etc. Enfin, un certain nombre de textes sont en préparation. L'IA va être encadrée par des textes. Donc, il faut, je crois, arriver, comme dans toutes ces nouvelles activités, tout en préservant le projet, tout en le portant, en l'accompagnant, lui permettre de maîtriser ses externalités négatives. La data, évidemment, est centrale dans le processus. Peut-être, Sébastien, vous pouvez réagir.
On a connu l'open banking il y a déjà maintenant quelques années. On a un peu de retour d'expérience sur le sujet. On rentre en discussion sur l'open insurance. Il y a un texte là qui a été publié cet été à Bruxelles. Est-ce que c'est plutôt protecteur pour la donnée? Est-ce que c'est des opportunités? Comment on gère en fait pour un opérateur comme vous la data? En fait, c'est un des éléments de confiance les plus forts et des liens de confiance les plus forts avec le client. C'est-à-dire que le client nous confie beaucoup d'informations. Il est obligé de le faire, parce qu'effectivement, pour faire un devoir de conseil de qualité, il faut lui demander beaucoup d'informations, donc il est obligé de nous les livrer. Et donc, cette donnée, on la stocke, on essaie de la faire vivre, on la protège. On a tout un jeu qui est toujours compliqué, qui sont ceux des consentements de qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec cette donnée, et donc de bien vérifier que effectivement le client a conscience de ce qu'on va faire avec ces données, de où on les stocke, etc. Donc ce lien de confiance, il est essentiel. Il va pouvoir maintenant s'élargir. On a effectivement la DSP2 depuis un certain temps, on a la DSP3 qui se profile. On a encore un sujet quand même de qualité de données et de simplicité de l'agrégation, c'est-à-dire que les retours d'expérience sont divers et variés, mais c'est vrai que dans la matière de l'épargne, qui est quand même une matière un peu complexe, en particulier en France, réussir à agréger des données autour de l'épargne des particuliers, du patrimoine financier, s'avère en termes de qualité, de mise à jour et de cohérence des données en fonction des établissements encore assez loin de la cible. Et le grand enjeu et le grand danger, c'est pour ça qu'il faut y aller à pas compter, c'est que si on base un conseil sur des données qui seraient erronées, pas à jour ou autres, on risque effectivement de donner un mauvais conseil. Donc tant que cette donnée, cette brique de base de je collecte une donnée de qualité n'est pas avérée à 100%, il faut faire très attention aux conseils qu'on va donner. Donc ça c'est une chose à mon avis qui est essentielle. Et le deuxième point sur lequel il faut faire attention, et on revient au sujet du consentement, c'est que lorsqu'on partage les données, on peut avoir un effet de transparence qui fait que vous ne souvenez pas avec qui vous avez partagé vos données. Et vous avez des moteurs d'agrégation qui tournent gentiment et qui viennent récupérer vos données, et vous avez oublié qu'effectivement, il y a alors de moins en moins, parce que vous allez mettre à jour des mots de passe, ça va couper un peu, mais il faut que l'épargnant, et même le français au sens large, parce qu'il partage des données pas qu'avec des solutions d'épargne, sache avec qui et quelles données il partage. Et ça, c'est une cabine de pilotage qui va être de plus en plus obligatoire pour tout le monde, parce qu'à force de cliquer en disant bah oui, je vais gagner du temps plutôt que remplir, vas-y, va chercher mes données, sauf qu'il ne va pas forcément les chercher qu'une seule fois, il va venir les chercher tous les jours, et en fait, vous oubliez que vous avez partagé, et c'est quand même une richesse très importante, et puis des données très privées, donc il faut être très vigilant. Donc cette notion de consentement et de pilotage par le client de à qui je donne ou pas la donnée, ça va être un élément clé, et ça va forcément un peu complexifier les parcours, et ça va nécessiter de la pédagogie, etc., etc. Donc nous, voilà, la qualité de la donnée et le consentement du client par rapport à cette donnée, c'est vraiment pour nous les deux grands enjeux fondamentaux pour vraiment bâtir un conseil au départ, et puis dans le temps, au fur et à mesure de la vie du client. Merci. En vous écoutant depuis le début, puisque le thème de cette table ronde était le devoir de conseil est-il robotisable, je crois qu'on voit bien que le concept de destruction créatrice de Schumpeter ne va pas s'appliquer en fait à notre environnement, et que au contraire, le modèle hybride est tout à fait pertinent pour le client final. Pour autant, ce modèle hybride, il ne fonctionne pas par un claquement de doigts. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que ça prenne, pour que le conseiller qui fait appel à un robot puisse comprendre comment ça fonctionne et l'utiliser de manière la plus pertinente possible? Peut-être Isabelle sur ce sujet. Oui, il faut faire évoluer les esprits. Hein. On a ce problème dans nos métiers, hein, c'est la peur du vide, hein, la peur du changement. Donc cette conduite du changement dans ce domaine-là, elle va devoir éduquer à la fois les clients, moi je pense, parce que vous disiez sur la propension qu'ont les gens à vouloir se protéger, mais à se livrer aussi, hein, c'est-à-dire à ne pas être conscient que voilà, on vit dans un autre monde et qu'il faut effectivement peut-être adopter d'autres comportements par rapport à la gestion de ses propres données. Du point de vue des intermédiaires et du point de vue des distributeurs, c'est déjà avoir conscience que la donnée a du sens dans son conseil. Hein. Moi, je vois beaucoup dans mon expérience professionnelle des intermédiaires qui n'ont pas le goût d'aller rechercher et poser des questions. Hein. C'est souvent, et on le voit dans malheureusement beaucoup de dossiers aussi de contrôle ou de sanctions, où en réalité les sanctions viennent aussi du fait que les bases de données, les qualités de données ne sont pas bonnes. Donc cette éducation-là, elle doit être faite. Et puis il y a un apprentissage, une formation à donner sur la compréhension des produits, parce que plus effectivement le conseil outillé va apporter de l'information qui va être synthétisée, qui va être lisible pour les consommateurs, pour l'épargnant, pour le professionnel, plus le conseiller va être interrogé sur un niveau d'expertise assez élevé. C'est-à-dire que le conseil outillé va faire
augmenter la compétence, mais il faut que le conseiller se forme. Donc il y a une formation aussi sur les produits, sur le métier, sur quels sont les enjeux. Et effectivement, on peut quand même dire aujourd'hui que la connaissance des produits, la connaissance du secteur d'activité au sens propre n'est pas toujours maîtrisée par les conseillers. C'est un petit peu d'ailleurs le sujet du devoir de conseil tel qu'il existe aujourd'hui. C'est que comme il n'est que rarement outillé, ou quand il est outillé, on a un peu les hommes à côté des machines. Et là, il faut que les hommes adoptent et apprivoisent les machines pour que le mix des deux soit finalement un résultat positif pour le client qui effectivement achètera quelque chose qu'il comprend. Et puis le client, lui, il doit aussi accepter d'apprendre. On en parlait dans la préparation. C'est compliqué l'assurance, c'est compliqué l'investissement. On n'achète pas ça comme une paire de chaussures. Donc il faut aussi accepter de recevoir, de lire et de comprendre. On parle beaucoup dans les instances de l'éducation financière. Vous en parliez, il y a des programmes d'éducation financière effectivement qui sont organisés. C'est très important. C'est très important que les concitoyens comprennent que l'approche d'une assurance, l'approche de l'épargne nécessite aussi de leur part un certain nombre de savoirs qu'ils doivent maîtriser pour aborder le conseil. C'est quelque chose de complètement réciproque. Ok, oui, peut-être... Juste un point sur l'hybridation, parce qu'effectivement, l'évolution des robots advisors, le robot advisor s'est humanisé de plus en plus quand même, parce qu'on a bien compris que le lien humain était important en complément pour aller expliquer et adapter son discours en fonction du client. Un des enjeux et un des risques, je pense, de toute cette robotisation et de l'évolution, c'est qu'effectivement, on est un modèle... parfait en termes de recommandations, mais boîte noire pour les conseillers qui vont être à côté. Et ça, je pense qu'il faut être très vigilant sur le sujet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une dichotomie en se disant finalement c'est la machine qui fait le conseil, donc on appuie, on rentre les données, il y a le conseil derrière. Je ne sais pas très bien comment il a fait, mais a priori c'est le bon conseil. Il faut absolument que les conseillers restent quand même sachants sur le domaine du conseil pour qu'ils puissent comprendre comment la machine a atteint ce résultat. Sinon, on va vraiment avoir deux mondes qui ne vont pas se parler et ça risque, à mon avis, de dégrader la valeur ajoutée qu'on apporte aux clients. Donc ça, c'est un risque qu'il faut quand même bien avoir en tête dans cette hybridation. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, mais surtout, l'homme doit vraiment bien comprendre comment fonctionne la machine. Je pense que c'est important. Peut-être Christophe voulait réagir, parce que là, finalement, on évoque le sujet de formation continue, qui est essentiel encore plus sur ce type de métier. Mais en termes de formation initiale, on parle de crise ou de guerre des talents. Est-ce que vous pouvez recruter des collaborateurs qui sont bien formés pour appréhender ces sujets ? Oui. Alors pour nous, j'ai déjà parlé effectivement de la formation déjà des conseillers de nos clients. Donc voilà, nos outils commencent à rentrer dans... je pense à un mutualiste qui a mis dans ce qu'il appelle son université, donc dans le parcours obligatoire démarrage d'un nouveau conseiller, effectivement l'outillage dont l'outil Zelros. Il y a clairement un problème de jeune génération qui a du mal à... il y a beaucoup de turnover, beaucoup de difficultés à recruter ces types de profils. Sur la formation également, alors c'est particulièrement criant chez les banques assureurs, par exemple. Un conseiller financier en agence qui a déjà, 25 produits financiers à distribuer, qui en plus peut proposer, 15 ou 20 produits d'assurance ou de services de télésurveillance, de garantie accident de la vie et autres. Et alors c'est frustrant parce qu'on a à la fois le protection gap, la différence